Allumé, créatif et différent. Ce n'est pas le talk habituel. Un débat d'idées tel qu'il devrait toujours exister. Vif, intelligent, percutant et résolument vivant. Brick Villemur. Bon, c'est certainement la grosse nouvelle des dernières heures. On le sait, hein, cette idée, cette conclusion là, d'un accord potentiel de paix entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre. Mais en même temps, on va, comme on dit, on va respirer par le nez parce que ce n'est pas fait. C'est loin d'être fait, tout ça. Puis c'est surtout qu'est-ce que ça va vouloir dire, quels sont exactement les détails là, de cette entente, parce qu'on parle plutôt d'un accord, si vous voulez, une sorte de cessez-le-feu. Et ensuite, on va véritablement négocier les choses. Bref, ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a le médiateur le pakistanais qui a annoncé, ça se passe en fin de semaine, dimanche, le fait que oui, il y aura un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Et on parle de mettre fin aux opérations là, sur tous les fronts. On attend en fait cette signature de l'accord le 19 juin, donc ça devrait être vendredi. Et Donald Trump qui a fanfaronné, hein, il a dit maintenant c'est bon, le détroit d'Ormuz c'est réouvert, le pétrole va couler à flot et comme si là c'était la grande libération. Mais comme je disais, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir, c'est-à-dire notamment toute la question du nucléaire. On s'entend que c'est pas réglé, sur le dégel des avoirs, les conséquences réelles aussi. Hein, puis là, on montre un peu du muscle, mais qu'est-ce qui ressort de tout ça au final? Est-ce que, quand on se dit tout ça, pour les Iraniens, par exemple, le régime iranien toujours là, malgré le fait qu'il y a eu toutes ces offensives, il y avait eu quand même des hauts dirigeants, une quarantaine de hauts dirigeants, plus le guide suprême qui ont été tués. On se disait, OK, peut-être que là, on va passer finalement à un changement de régime, il va se passer des choses. On sait que la population iranienne, hein, il y a une bonne partie de la population qui a été, là, des milliers de personnes qui ont été massacrées. Est-ce que ce sont eux, peut-être, finalement, les grands oubliés, les grands perdants de tout ça? Bref, seul le temps nous le dira. Peut-être s'il y a des changements à ce chapitre-là, ça ne sera pas pour tout de suite. Et il y a tout l'enjeu aussi israélien. Il y a Israël là-dedans, les intérêts des États-Unis versus les intérêts, si vous voulez, vitaux, le côté existentiel pour Israël, qui peut se dire, peut-être que notre agenda, à nous, il ne correspond pas. On sait qu'il y a la pression des Américains, bien sûr, du côté sur Israël, mais ça va être quand même intéressant de surveiller les opérations Israël, notamment au sud Liban. Et juste si vous regardez la réaction, d'ailleurs, côté israélien, on sait que c'est une coalition avec Benjamin Netanyahou. Il y a le ministre israélien qui est responsable de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Plusieurs, on parle de lui comme le ministre israélien d'extrême droite. Lui, il a dit « L'accord de Trump, ça ne nous engage pas. On ne fait pas partie de cet accord-là. » Et donc, bref, on voit que déjà de ce côté-là, on n'est pas nécessairement sur les mêmes accords. Et toute la question aussi, je dirais, Rémi, sur l'uranium enrichi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces kilos d'uranium enrichi disparus dans la nature? On en est où là-dessus? Fait que bref, tu sais, accord éventuel, cessation donc des opérations, des hostilités, ouverture du détroit d'Ormuz. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça va donner tout ça? On va en parler dans quelques instants avec Benjamin Tremblay. Qui est au téléphone. Okay, bonjour, Benjamin. J'attendais de voir s'il était là. Bonjour à vous. Merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que tu y crois à cet accord-là? La semaine passée, c'est nous qui avons fanfaronné. Karima n'était pas là, mais on n'y croyait pas vraiment. Là. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, il suffit d'attendre 24 heures pour que finalement, d'un bord ou de l'autre, on décide de s'en aller ailleurs. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, absolument. D'abord, manifestement, il y a un accord, effectivement, qui a été conclu entre les États-Unis et l'Iran. Là-dessus, il n'y a aucun doute. La vraie question, en fait, est plus un peu comme l'a représenté merveilleusement Karima en introduction, la question de la contradiction des intérêts entre les différents acteurs, notamment entre Israël et les États-Unis. On en a parlé un peu la semaine dernière. Les Israéliens ne veulent absolument pas de la conclusion de la guerre, certainement pas dans les termes qui ont été mis de l'avant, notamment par les Américains. Donc, ce que ça invite, c'est donc qu'il y a une réaction extrêmement, écoutez, on peut le dire, épidermique ce matin. Karima en parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment ce qui va déterminer, si on veut, la viabilité et puis la durabilité de l'accord de paix. Alors qu'on voit à Israël une condamnation
sans équivoque, où on dit que c'est une catastrophe, un désastre stratégique. Il y a bien sûr beaucoup de gesticulation politique là-dedans. Il est important de le comprendre. Netanyahou, la politique israélienne en tant que telle, est actuellement dans une période disons, très dynamique, alors qu'on approche d'une période électorale. Tout le monde essaie de se positionner, de prendre posture en fonction de cette entente de paix, puis montrer à tout le monde qu'on est un peu celui qui est le plus maximaliste, le plus jusqu'au boutiste sur la question palestinienne, sur la question syrienne, sur la question libanaise et par extension, bien sûr, vis-à-vis de l'Iran. Donc, tout le monde actuellement en Israël condamne cette entente. Il est hors de question. Et là, ce qui est vraiment inquiétant et ce qui va, comme je vous le dis, déterminer la durabilité de cette entente, c'est qu'Israël affirme ouvertement qu'elle n'est pas tenue par les termes de l'entente signée par les Américains. Comme quoi, spécifiquement sur la question du Liban, ils n'ont pas du tout l'intention de se retirer du sud Liban, n'ont pas l'intention d'absorber des attaques en provenance du Hezbollah sans y répondre. Et en fait, on voit déjà une espèce de renversement extrêmement intéressant, là où on parlait tout à l'heure, du côté d'Israël Katz, ministre de la Défense, qui ouvre ouvertement la porte, en fait, à dire, vous savez, puisque les Iraniens nous disent que si on frappe le Liban, ils vont nous frapper en retour. Au lieu de répondre en frappant sur l'Iran, ce qui briserait le cessez-le-feu, on devrait répondre directement sur le Liban et escalader au Liban à chaque fois que l'Iran essaie d'escalader vis-à-vis de nous. Et donc, on reprendrait le contrôle de l'initiative et on voit déjà, là, comment cet environnement est en train de se dégrader extrêmement rapidement. Les Israéliens ne veulent rien du tout savoir de cette entente de paix et ils ont ouvertement l'intention de la saboter. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que les Iraniens sont prêts à tolérer des provocations de la sorte au Liban? OK. Benjamin, on va revenir sur l'accord comme tel. Là. Il n'est pas signé encore. On dit qu'il pourrait être signé ce vendredi. Il contient quoi exactement, cet accord de paix, là, qu'on comprenne bien? Une excellente question. En fait, même les Américains actuellement n'ont pas l'air convaincus de ce qu'ils ont signé. On nous dit d'abord que on nous le présente comme une entente de paix. D'abord, il faut être extrêmement clair, ce n'est pas le cas. C'est une extension du cessez-le-feu pour une période de 60 jours, au bout de laquelle il doit y avoir une négociation de commencer. Là-dessus, il faut aussi, encore une fois, revenir un peu sur le contexte. Dans les dernières semaines, ce qu'on entendait, c'est que cette période de 60 jours était les négociations elles-mêmes. Qu'on devait, durant ces 60 jours, négocier. Et là, on vient considérablement changer l'objectif, l'échéancier, en disant, non, d'ici 60 jours, on doit commencer des négociations. Ce que les Américains viennent de faire, essentiellement, c'est d'ouvrir Hormuz. Le reste, on a tout botté ça en touche. La question était de savoir pourquoi les Iraniens ont accepté quelque chose de la sorte. Mais si on se met dans leur position, actuellement, ça leur permet d'abord de lever le blocus maritime, d'aller exporter beaucoup de pétrole qui était, il faut le dire, pris du côté du Golfe Persique, du Golfe au nord donc d'Ormuz. On avait la nécessité absolument de dégager des revenus, puis de récupérer un peu d'oxygène. Ensuite, soyons très clairs, cette période de 60 jours semble plutôt une extension du statu quo, où on avait des négociations très passives entre les États-Unis et l'Iran sur des questions fondamentales où, l'Iran fait des revendications maximalistes qui prennent acte de l'humiliation qui viennent de servir aux États-Unis et à Israël dans cette guerre, alors que les Américains essaient de contenir les dommages. Donc, on est encore dans la même logique où les deux, sur les termes fondamentaux, sont très loin de s'entendre sur la question des sanctions, sur la question de l'uranium, vous l'avez mentionné en ouverture, sur la question également du programme nucléaire et plus largement sur la question aussi de la stabilité du Moyen-Orient, de la place de l'Iran, de la place des bases américaines. C'était aussi une question qui était mise de l'avant par les Iraniens. On dit on ne veut plus de présence américaine dans la région. Donc, ça fait énormément de choses qui, soyons clairs, on est à des kilomètres de s'entendre. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était donc convenir de l'ouverture d'Ormuz pour que les deux puissent prendre un peu d'oxygène, mais qui est en contrôle de la situation fondamentalement? Ce sont les Iraniens. Si jamais il y a une escalade de quelque sorte, que ce soit du côté du Liban ou encore une provocation vis-à-vis de l'Iran par Israël ou par les États-Unis, nécessairement, les Iraniens ont démontré qu'ils ont la capacité de fermer Hormuz, même pas en lançant un projectile de quelque forme que ce soit, mais juste par une déclaration. Immédiatement, le trafic s'arrêterait, les compagnies d'assurance imposeraient des contraintes et on revient à la case départ. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est plutôt une détente pour faciliter des négociations éventuelles. Je suis pas sûr de comprendre. Là. On sait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ne s'entendent ni les États-Unis et l'Iran, mais là, on se donne 60 jours avant de commencer à négocier. C'est bien ça? Oui, exactement.
Mais enfin, je veux dire, déjà que les négociations vont être compliquées parce qu'il y a beaucoup de choses qui divisent les deux camps. Pourquoi on a besoin de 60 jours avant d'en arriver là? C'est quoi qu'on doit faire dans les 60 prochains jours, dans les 59 prochains jours? C'est purement une extension pour gagner du temps parce que les Américains sont dans une position où, effectivement, les marchés d'énergie sont saturés actuellement. On a besoin d'ajouter des stocks, on a besoin d'ajouter du flot. La capacité de stockage des pays du Golfe est également absolument saturée. Là, on est de plus en plus obligé, du côté du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des énormes producteurs, des Émirats Arabes Unis, de ralentir, sinon carrément de fermer la production sur certains sites d'extraction. Tout ça, ça peut prendre des années à relancer. Donc, il y avait vraiment une urgence du côté des Américains, mais aussi des Iraniens, une urgence partagée de relancer la production énergétique. Ensuite, on est en posture des deux côtés d'avoir une négociation qui est de meilleure foi. On avait, il faut le dire, là, à cause du blocus maritime américain et aussi du côté des Iraniens par le blocage d'Ormuz, beaucoup d'invitations à l'agression, à la violence, à l'escalade, même parfois par malentendu, parce que vous aviez des navires qui parfois communiquaient avec un côté, pas avec l'autre, qui convenaient de quelque chose avec les Iraniens, mais pas les Américains, et là on se retrouvait avec des échanges de feu où des deux côtés on plaidait l'autodéfense. Donc, je pense que nécessairement, ça va faciliter l'environnement de négociation. Nécessairement, ça invite les deux camps à une forme de détente. Mais, encore une fois, il ne faut pas s'y méprendre. Les Iraniens sont en contrôle de l'agenda de négociation. Les Israéliens le savent et ils ont tout à fait l'intention de changer cet ordre des choses à travers provocation et sabotage de l'entente de paix. Ce que veulent les Israéliens, c'est excessivement clair. En fait, c'est de détacher le front libanais de l'entente de paix. Donc, aujourd'hui, en disant, votre entente de paix, elle fonctionne, négociez, allez signer ça en fin de semaine si vous le voulez. Les Iraniens ont devant eux tout un dilemme. Ils acceptent de signer vendredi dans les conditions actuelles, ils donnent la victoire aux Israéliens sur la question du Liban. Ils permettent effectivement aux Israéliens de continuer à occuper le sud-Liban sans qu'il n'y ait vraiment de réponse stratégique possible du côté des Iraniens. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait une semaine extrêmement lourde en tractation, en négociation, alors que les Iraniens vont clairement imposer la condition. Israël doit s'engager à quitter le sud-Liban avant qu'on signe, sans quoi cette entente est nulle et non avenue. Oui, on voit que ça reste quand même extrêmement tendu et fragile, tout ça. Merci, Benjamin Tremblay, analyste géopolitique. On va s'en reparler demain, assurément. Merci d'avoir été là. Salut.